Bonsoir Mimi. Bonsoir. Effectivement, on est ravis de vous accueillir sur cette scène en vrai. Et moi donc. On vous reçoit pour ce livre écrit pour les femmes féministes en couple hétéro, avant l'arrivée des enfants. Je le précise parce que, notamment, on le sait, l'arrivée des enfants dans les couples hétéros, c'est un point de rupture dans les inégalités. Tout à fait. Alors, première question qu'on avait envie de vous poser, c'est pourquoi avoir écrit ce livre? On a un peu l'impression entre les lignes que vous en avez marre de voir vos proches jeunes et sans enfants, s'embourber dans des relations vraisemblablement pas adaptées à elles. Non, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'observations, alors à la fois de mes proches, mais beaucoup par mon métier, par Mademoiselle, qui me met au contact de plein de femmes de mon âge et plus jeunes ou un peu plus âgées, où je me suis rendu compte qu'il y a une vraie difficulté parfois à concilier ses convictions et sa réalité quand on rentre chez soi, et qu'on finit par quand même faire la lessive et la vaisselle, pour prendre un exemple un peu cliché. Mais c'est aussi des choses que j'ai vécues moi. Je veux dire, je ne vais pas prétendre être immunisée au patriarcat et avoir déconstruit tous les concepts sexistes qu'il pouvait y avoir dans ma tête. Et je me rends compte que même si ça fait donc quasiment 10 ans que je travaille chez Mademoiselle et que je travaille au quotidien mon féminisme, j'ai encore des dynamiques genrées, j'ai encore un rapport aux hommes, et notamment aux hommes que j'aime et à l'homme que j'aime, qui est un peu genré, qui n'est pas totalement neutre. Je pense que c'est compliqué d'espérer qu'il le soit, vu que j'ai grandi, comme tout le monde, dans un monde genré. Donc je voulais écrire ce livre pour les femmes que j'aime, pour le reste des femmes que je connais pas, mais que j'aime aussi, pour les mecs aussi, puisque le conseil à la fin, c'est faites-le lire à votre mec, ça vous économisera beaucoup de temps de discussion. Donc, et j'ai eu des DM de jeunes femmes qui m'ont dit « c'est bon, je l'ai filé à mon mec, je l'ai fini, comme ça il va tout lire et on en parlera après ». Donc je suis là « yes, ça marche ». Et c'était vraiment dans l'idée d'accompagner ces femmes-là vers, comme le dit si bien Victoire Toyon, un amour qui est encore plus beau, je trouve, parce qu'il est égalitaire et qui ne se base pas sur des clichés assez arbitraires de genre, quoi. Et de fait, votre livre est assez libérateur sur le plan des injonctions voilà, qui sont liées au genre. En quatrième de couverture, vous vous définissez comme une féministe optimiste. Alors ça nous a interrogés avec Clémentine. On s'est dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a des féministes pessimistes, ou est-ce que finalement vous prenez pas le risque en disant ça de partager les féministes qui seraient un peu cool et les féministes qui cassent l'ambiance en soirée? C'est marrant parce que c'est pas du tout comme ça que je l'envisageais, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Pourquoi dire féministe optimiste? C'est pas du tout en opposition au reste des féministes qui seraient pessimistes. Je ne suis pas là pour m'opposer à qui que ce soit. Je pense que c'est très bien qu'il y ait plein de féminismes qui existent, plein de façons de vivre et de militer son féminisme pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et il se trouve que moi, je ne marche pas à la colère, je ne marche pas à l'indignation. C'est pas des émotions qui me donnent de l'énergie, c'est des émotions qui me drainent beaucoup. Donc en tant que femme, et en tant que femme féministe, et en plus en tant que journaliste, je suis confrontée toute la journée à des actualités, et des infos et des messages postés sur Internet, et des trucs que je vis et des trucs que les femmes vivent qui sont graves, qui sont indignes, qui sont des sources d'indignation. Et y a beaucoup du féminisme qui se fait par ça, par partager l'indignation et indigner les gens pour les mener à l'action, ce qui est très bien. Mais voilà, moi, c'est pas l'émotion qui me drive le plus. Du coup, j'essaye de porter un féminisme qui est peut-être un peu plus, voilà, vraiment optimiste, dans le sens où, déjà, je suis persuadée qu'à la fin, on gagne. J'ai aucun doute sur le fait que, à la fin, je ne sais pas exactement quand. Vous êtes donc vraiment très optimiste. Mais je pense vraiment qu'on va vers l'égalité et qu'il y a un moment où les humains, dans longtemps, vous regardez notre monde et faire « Waouh, c'est chaud, vous traitiez les femmes. Ok, d'accord, bah, un délire, très bien, mais comme on peut regarder des trucs d'il y a 500 ans en se disant waouh ». Et aussi parce que depuis donc, ces 10 ans que je cale un peu sur mon arrivée chez Mademoiselle, qui m'a vraiment propulsée, on va dire, dans un féminisme beaucoup plus assumé, je trouve qu'on a eu beaucoup de victoires, en fait. J'ai vu des sujets qui sont passés des sujets hyper niches, où même les femmes, quand on leur en parlait, comme le harcèlement de rue, en fait, on a commencé à en parler quand je suis arrivée chez Mademoiselle, donc en 2012, et il y avait même des femmes qui nous disaient « ça va, c'est des compliments, c'est sympa de se faire draguer dans la rue, et maintenant, le gouvernement en parle, plus personne n'ignore ce que c'est, plus personne n'ignore que c'est pas bien, et que ce n'est pas des compliments, et que ce n'est pas de la drague. » Plus personne au sens large. Ouais, deux, trois pecnos et pecnos dans des grottes. Ça, c'est optimiste aussi, mais... Et pour moi, c'est hyper rapide à l'échelle d'une société de passer de « c'est tellement normal que les femmes elles-mêmes, pour une partie d'entre elles, ne se rendent pas compte que c'est anormal », parce que pour moi, le harcèlement de rue, c'était vraiment genre « c'est la vie, ça fait partie de la vie et on n'y changera jamais rien », à « on n'est pas encore débarrassé, mais il y a des vraies actions et des prises de conscience autour de ça ». Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de porter ce féminisme optimiste. Et puis voilà, ça va aussi avec le ton un peu léger du livre. Je voulais pas tomber dans l'injonction à être une féministe parfaite. Je voulais pas tomber dans la culpabilisation de en fait, si tu fais encore des choses qui sont pas 100% égalitaires dans ton couple, ça veut dire que tu es hypocrite et que tu n'es pas une bonne militante. C'était vraiment l'idée c'est détendu, on est au bar, on prend un verre, on discute entre copines du couple et de comment être épanoui en couple, quoi.
C'est vrai qu'il nous manque un verre, là, en fait. Grave. Tout est mieux avec des drinks. Pardon, je dérape. Pour l'année prochaine. Non, pour l'automne, pour le printemps de l'automne. Alors, je vais moi vous faire rire. J'ai cette phrase, l'homme propose, la femme dispose. Yes. Ça veut dire quoi? Et pourquoi, d'après vous, c'est totalement à déconstruire? C'est un peu old school comme phrase, mais on l'entend encore pas mal. Donc, ce que ça veut dire à la base, c'est que dans la séduction, c'est une danse qui se fait à deux, mais les rôles sont très définis. L'homme va faire le premier pas et proposer diverses options à la femme, qui va disposer, c'est-à-dire choisir ce qu'elle est prête à faire et ce qu'elle a envie de faire. Donc on est dans une démarche qui est très, très, très structurée et c'est difficile d'en sortir. Et pour moi, un des premiers pas vers l'égalité en couple, c'est l'égalité dans la séduction, puisque le livre est construit de façon chronologique, donc on commence par pourquoi j'ai envie d'être en couple au fait, et après il y a la séduction, le sexe, le couple, blablabla. Et dans la séduction, je pense qu'il faut mettre de l'égalité et qu'il faut que les hommes acceptent de se faire draguer par des femmes et que les femmes aussi, arrivent à draguer des hommes, même si ça fait peur et qu'on se prend des râteaux et que ça pique l'ego. Mais je pense qu'il y a un truc aussi très empathique quand on le fait, on se rend compte que c'est dur à faire. Et c'est pas du tout pour excuser les mecs relous, parce que les mecs relous sont des mecs relous et en fait il y a plein de signaux qui peuvent leur faire comprendre qu'ils sont relous et qui décident consciemment ou pas de ne pas remarquer. Mais il y a plein de mecs qui sont, je dirais, maladroits, et puis juste tout simplement, c'est pas hyper facile de draguer. Et je trouve aussi que draguer en tant que femme, ça permet de réinventer des codes de séduction, parce que les codes de séduction, la façon dont les hommes draguent des femmes et dont les femmes draguent des hommes, pareil, c'est très codifié. Les femmes vont jouer sur une sensualité, quelque chose comme ça, qui n'est pas toujours compatible avec le fait de faire le premier pas. On peut pas être la belle ténébreuse au fond du bar qui attend qu'on lui paye un verre si on va draguer, parce que du coup, on arrive, on va, bonjour, et le barman m'a pas vu et tout, enfin, tout un truc de la vraie vie finalement. Et c'est hyper, je sais pas, je trouve que c'est rassurant. C'est très humain en fait, de se mettre dans une forme de vulnérabilité et de dire, je suis là pour passer un bon moment. C'est ça, vous dites que il y a même un truc d'empowerment, d'empouvoirment, pour le dire en français, des femmes à aller draguer, à aller faire le premier pas. Et aussi parce que ça leur permet de sortir de la passivité, du finalement. regard et du désir qu'on porte sur elles, mais aussi à exprimer leur propre désir, à choisir vers qui elles vont orienter ce désir-là. Oui, carrément, il y a un truc très... on est en capacité, on prend le lead, on prend le pouvoir, on exprime ce qu'on veut. Alors, on n'est pas obligé d'y aller très brut de décoffrage, on peut le faire subtilement, mais quand un mec nous drague subtilement, on comprend qu'il nous drague. On peut aussi draguer subtilement un mec, et ça mettra peut-être un peu plus de temps, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de se faire draguer par des femmes, mais ils vont finir par tilter que... Attends, d'accord, c'est ça qui se passe, très bien. Après, on peut y aller très cash. Moi, ma méthode, c'est de dire est-ce qu'on se pécho ou pas, comme ça je sais. Sinon, c'est pas grave, mais si oui, je suis fixée. Après, voilà, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Ça, c'est très niche comme méthode. Mes potes l'appellent faire une mimi, donc c'est vraiment assez breveté. Et puis, je trouve que dans séduire en tant que femme, il y a aussi l'idée de choix. En fait, on choisit qui on désire. On n'est pas limité par l'offre qui se présente à nous, on peut choisir l'offre qui nous intéresse, et du coup c'est autant de chances supplémentaires de tomber sur la bonne personne. Dans le livre, vous faites le lien entre jalousie et patriarcat. Pourquoi ? Parce que la jalousie féminine, la jalousie est genrée, dans le sens où un homme jaloux d'un homme ne va pas l'exprimer et ça ne va pas être considéré pareil qu'une femme jalouse d'une femme. Et surtout, on va partir du principe que les femmes vont de base être jalouses des autres femmes. On nous élève dans cette idée de attention, les femmes, c'est des langues de vipère, ça met des couteaux dans le dos. Dans cette idée de si notre conjoint a des ex ou des femmes dont il est proche qui ne sont pas de sa famille, c'est un problème et il faut qu'on s'en méfie. Et du coup, ça nous met tout de suite dans une posture hyper méfiante envers les autres femmes. Et ça nous met dans une insécurité folle aussi, parce qu'il y a cette idée de, en fait, quand bien même des femmes désirent mon conjoint, pourquoi je devrais en avoir peur ? Si j'ai confiance dans mon conjoint et dans moi, ça ne devrait pas être un problème. Elles vont essayer, il va dire non. Moi, à la fin, il va rentrer à la maison, je serai là, ce sera très bien. Mais on nous apprend à avoir peur en permanence des autres femmes. Et je trouve que ça entrave beaucoup ce mot qui est très utilisé de sororité. En fait, on peut avoir des relations saines en tant que femme, et en tant que femme hétéro, qui parfois désire les mêmes hommes, qui parfois relationnent avec les mêmes hommes, c'est pas grave. Et je pense que la jalousie est une terrible prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que dans le sens où si on est jaloux, si on a peur que notre conjoint ou notre conjointe, par exemple, nous trompe, on va parfois être odieuse avec, alors qu'il a encore rien fait, et au bout d'un moment, il va en avoir marre, et il va peut-être se dire, je vais aller voir ailleurs, c'est pour me faire traiter comme ça. Je n'excuse pas l'infidélité, mais parfois, il y a un vrai truc on est tellement persuadé que ça va arriver, que quand ça arrive, on se dit, j'avais raison, alors qu'en fait, peut-être que c'est arrivé parce qu'on était sûr que ça va arriver.
Et je pense qu'il y a quelque chose de féministe à ne plus voir les femmes que comme des rivales et à ne plus avoir un peu ce qu'on appelle dans la pop culture le syndrome de la Schtroumpfette, où souvent on a des œuvres avec que des hommes et une femme, et c'est compliqué d'en imaginer deux parce que en fait c'est le personnage de la femme, c'est vraiment tout ce qu'elle représente, c'est pas le costaud, l'intello, le machin, il faut une gonzesse, il y a une gonzesse, tout comme dans le village des Schtroumpfs, il y a une Schtroumpfette, et quand elle arrive, ça fout le dawa d'ailleurs, on est un peu élevé à devoir être la seule femme de la vie, de notre homme, j'aime pas trop dire mon homme, mais bon, c'est l'idée, avec à la limite... l'idée de la possession, en fait, c'est l'idée voilà, de c'est ça, prendre qu'il nous possession, ce qui, appartient, pour le coup, est pas on lui totalement appartient genré, aussi. parce que- Oui. ça- Et du coup, je pense que ça entrave beaucoup notre capacité à relationner avec des autres femmes, et y compris les femmes qui font partie de la vie de notre conjoint, qui peuvent être aussi des très bonnes relations pour nous, potentiellement, quoi. Alors, en fait, en lisant votre livre, on se dit que finalement, ce qui est difficile d'être féministe en couple hétéro, c'est que être féministe, c'est remettre en question en permanence le statu quo, et que le couple, c'est un peu antinomique par rapport à remettre en question en permanence le statu quo, puisque le couple, c'est un peu une norme, c'est un truc hyper établi, qui est socialement hyper admis, même légalement construit, etc., accompagné. On voit monter dans les courants féministes en ce moment, et depuis un certain nombre d'années, les mouvements de lesbianisme politique. En d'autres termes, faut-il en finir avec le couple? Est-ce que finalement, c'est pas ça une des clés aussi? C'est intéressant parce que le couple est très normé, il est même attendu, il y a une vraie injonction à être en couple et qui est, je pense, qui est très présente, mais peut-être un peu plus pour les femmes, parce qu'il y a aussi cette idée il y a un problème chez toi si aucun homme ne veut de toi, qui n'est pas très agréable. Alors le lesbianisme politique, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est effectivement théorisé depuis longtemps. On me l'a un peu opposé, entre guillemets, quand j'ai annoncé la sortie du livre, genre, si tu as besoin d'un guide de survie pour être en couple avec un homme, peut-être que la solution, c'est d'être lesbienne. J'étais là, alors, mais je suis hétéro. Et je sais que le lesbianisme politique, c'est pas genre claquer des doigts et et se mettre à désirer des femmes, c'est tout un processus qui est très intéressant. Je pense pas honnêtement que ça va être la solution à toutes les femmes qui sont dans des rapports inégalitaires dans un couple avec un homme, donc j'ai voulu offrir un autre type de solution. Je pense il faut pas... Alors moi je suis pas dans la team, il faut abandonner totalement le couple, parce que je pense que le couple a plein d'aspects chouettes. Par contre, il faut abandonner tout ce qu'on met derrière l'idée de couple faut tout mettre par terre, c'est vraiment la déconstruction et après on construit ce qu'on veut, dans le sens où j'ai un chapitre sur l'exclusivité sexuelle qui est par exemple pas quelque chose que moi je pratique. Je suis en relation libre depuis des années avec différents partenaires, j'ai toujours dit moi mon truc c'est la relation libre, je ne veux pas être dans un couple exclusif et si ça ne te va pas, désolée, mais ça ne va sûrement pas marcher parce que c'est important pour ma vision du couple et ma liberté. Après, il y a aussi une sous-couche féministe à tout ça, mais là-bas, c'est juste l'exclusivité sexuelle, ce n'est pas mon truc. Et si j'avais su, au début de ma vie amoureuse, que la relation libre était quelque chose de possible et qu'on m'avait pas présenté le couple comme forcément exclusif, j'aurais évité beaucoup de couples compliqués et de prises de tête personnelles. Donc je pense qu'il y a plein de belles choses dans le couple, mais il faut juste prendre tout ce qu'on met dans un couple, donc l'amour, la confiance, l'exclusivité, la longévité aussi du couple, les projets communs qu'on peut avoir, tout ça, et puis construire son couple à partir des briques qu'on veut, et peut-être pas garder les briques qu'on veut pas. Et ça peut vouloir dire aussi, imaginer des choses à plus que deux, il y a des gens qui sont en polyamour, tout ça, et puis il y a peut-être des gens, c'est pas leur truc d'être en couple, et effectivement, vraiment, lâchons-leur la grappe, et je pense que c'est encore un peu frais pour moi de savoir est-ce que je suis en couple parce qu'on m'a appris qu'à la fin on est en couple, est-ce que je suis en couple parce que c'est le plus pratique dans la vie de tous les jours. J'avoue que rien que pour le coup par exemple le polyamour, je suis là, je vois pas où j'aurai le temps d'avoir 2 ou 3 ou 4 conjoints différents, je sais pas où je les mettrais, mais j'imagine que j'y arriverai. Et du coup je peux pas exactement dire est-ce que je suis en couple, alors pas exclusif mais avec un seul garçon, parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire, parce que le monde est organisé autour de ça, ou parce qu'en fait, dans un truc dénué de tout patriarcat et de toute construction du monde, j'aurais quand même envie de passer la majorité de mon temps et de mettre toute mon énergie amoureuse sur un garçon. C'est dur à dire, peut-être que ça évolue aussi dans la vie. Mais je pense qu'il faut construire le couple qui nous va, et le premier truc, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on met derrière le couple, et qu'est-ce qu'on attend de ce couple au lieu de juste être en couple parce que c'est ça qu'on fait, et après c'est un peu la panique de... Ok, maintenant on fait quoi parce qu'on y est arrivé. Donc, ils vécurent heureux et ayant beaucoup d'enfants, il y a quand même une longue ellipse à la fin des contes de fées. Et généralement on y arrive et on fait oui, il n'y a pas de manuel, donc on va y aller au feeling. C'est ça, et en le construisant ensemble, du coup, et en discutant beaucoup. C'est ce que j'allais dire, c'est que aussi, moi quand j'ai pris le livre entre les mains, j'ai forcément une petite réaction encore aux femmes d'aller réfléchir sur leur propre couple, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, notamment quand on ne veut pas sortir de l'hétérosexualité, si on ne veut pas aller vers le lesbianisme politique par choix,
est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de marteler que c'est aussi un peu, beaucoup sans doute aussi aux hommes, de s'ouvrir, d'écouter, d'accepter une discussion, d'accepter potentiellement d'exprimer plus leur vulnérabilité, etc. etc. Ah bah carrément, pour moi, donc j'ai beaucoup bossé notamment sur Mademoiselle, sur les sujets des masculinités et du coup du patriarcat vu plutôt du côté des hommes et des garçons. Il y a énormément de choses à en dire, mais ce n'est pas le sujet. C'est un truc qu'on m'a souvent dit aussi, c'est c'est encore à nous de faire le taf, quoi. C'est vraiment guide de survie d'une féministe en couple hétéro. A priori, la personne qui a besoin de survivre dans ce couple, c'est la personne qui écrit le guide de survie. Je suis d'accord. Je n'ai pas de réponse magique à cette histoire d'injonction à la pédagogie. Je n'enjoins personne à faire de la pédagogie, et c'est pour ça qu'à la fin, je conseille plutôt de dire à son mec de lire le livre plutôt que tout lui résumer en lui faisant des petites fiches de lecture. Vraiment, a priori, il sait lire. Et parfois, d'ailleurs, dans votre livre, vous dites non, mais dans cette situation-là, peut-être il vaut mieux partir, en fait. Oui, il y a aussi des moments où, et ça vient aussi de mon vécu. Dans mon livre, j'ai pas réponse à tout. Parfois, je donne plein de conseils et je dis si tout ça, ça marche pas, peut-être c'est un con. Et peut-être vous serez mieux sans un con qu'avec un con. Désolée, c'est la vie. Mais après, c'est aussi une démarche politique, car je suis persuadée que le jour où les gros cons, plus personne ne couche avec, ils vont arrêter d'être cons. Parce que du coup, ils seront là. Oh non, c'est vraiment très chiant pour moi. Merci. Arrêtez d'offrir votre temps et votre corps et votre amour à des hommes qui ne les méritent pas. Vraiment, ils seront tout seuls et ça les forcera peut-être à changer. Donc je suis d'accord qu'il y a ce côté c'est aux femmes de faire la pédagogie. J'espère que ça change. Je pense que c'est en train de changer. C'est peut-être pas très rapide, c'est peut-être pas très énorme comme mouvement, mais il y a des hommes qui commencent à s'intéresser à ce genre de sujet, qui commencent à prendre la parole. On le voit avec les sujets de paternité, pas mal là en France, mais aussi sur des sujets de masculinité qui vont finir par arriver dans la sphère du couple et qu'il va y avoir des prises de conscience là-dessus. Après, moi je suis devenue féministe parce que des gens ont été pédagogues avec moi, on va pas se mentir. Je suis pas devenue féministe à l'école parce que, je sais pas si vous avez beaucoup appris le féminisme et l'histoire de France féministe en cours d'histoire, mais moi non. Mes parents sont pas spécialement sexistes, mais ils m'ont pas spécialement éduquée au féminisme. C'est des femmes en fait qui ont pris le temps de me rendre féministe, et c'est les écrits et les pensées et le militantisme de plein de féministes qui m'ont amenée au féminisme, et pas que des femmes d'ailleurs. Donc je me sentirais un petit peu hypocrite de dire ok, on arrête la pédagogie, un peu genre moi c'est bon, j'en ai profité, on va arrêter d'en faire. Après la question c'est est-ce qu'on en fait à destination des mecs ou pas. Je suis là, en fait les mecs ils ont grandi dans le même monde sexiste que moi, donc je vais pas leur reprocher de pas tout savoir, tout comme moi je ne savais pas tout et je ne sais toujours pas tout. Après, la différence, c'est que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de ressources disponibles facilement qu'il y a quelques années. Il y a quand même une présence médiatique du féminisme. Il y a des événements comme celui-ci qui sont beaucoup plus accessibles. Donc, je trouve que les mecs qui connaissent rien au féminisme de nos jours, c'est un peu, faites pas beaucoup d'efforts quand même. Les outils sont là. C'est noté pour ceux qui sont là. J'ai dit bravo, mais vous êtes là. Les mecs qui sont là, c'est bon, ils viennent voir des événements féministes un jeudi soir, ils ont gagné le game, quoi. Je vous râle pas dessus. C'est pas vous. Il y en a des biens. Du coup, je pense que ça peut être aussi une démarche personnelle en tant que femme féministe de se dire à quel point j'ai envie de faire entre guillemets l'éducation de mon mec sur les sujets d'égalité, et comment j'ai envie de le faire. Est-ce que, en fait, dans mon processus de séduction, je vais, y a forcément une forme de sélection dans la séduction. Est-ce que je vais ne pas envisager les hommes que je trouve pas assez déconstruits? Ça peut être un choix tout à fait, et je pense que moi je l'ai fait dans une certaine mesure, clairement. Mon mec ne prétend pas être le plus grand des féministes, mais il avait les bases, c'est bon. Et ça réduit le nombre d'hommes potentiellement qui vont être des bons partenaires pour nous, mais on peut décider de mieux vaut être seul que mal accompagné, comme on dit. On peut aussi décider comment on fait cette pédagogie, c'est-à-dire est-ce que en fait, je vais me lancer dans des débats à bâton rompu à chaque fois qu'il a envie de débattre d'un truc féministe ou de me demander ce que je pense d'Alice Coffin, ou est-ce que je vais aussi lui dire en fait, voici des ressources, tu peux les lire, les regarder, comme ça tu me rattrapes un petit peu et après on en parle, il n'y a pas de problème. Il y a aussi ce truc de l'injonction à la pédagogie, dire à quelqu'un je n'ai pas envie de parler de ça avec toi maintenant, c'est tout à fait entendable, et si la personne insiste, c'est un con. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais il y a vraiment ce truc aussi des fois, l'injonction, on peut juste dire non à l'injonction, je n'ai pas envie. Mais on ne peut pas le faire dans son couple, on ne peut pas se dire mon mec n'est pas féministe. Enfin, j'imagine qu'on peut faire ce que vous voulez, mais c'est pas mon conseil de dire mon mec n'est pas féministe, je vais le laisser comme ça et faire ma vie, parce qu'a priori, si en tant que femme, on a un mec pas féministe, ça va finir par nous tomber dessus d'une façon ou d'une autre, et de nous causer à minima un peu de peine, un peu de chagrin. Donc c'est des discussions à avoir, mais aussi je pense que c'est des choses qui doivent se faire dans le couple, mais sans avoir trop peur. Je veux dire, moi j'ai parlé tôt de féminisme avec mon conjoint. C'était pas une discussion qui était forcément compliquée, c'était plus, voilà, c'est dans l'actualité, c'est dans les médias, on en parle, il y a toujours une occasion d'en parler, de sonder un peu où en sont les gens.
Et après, décider soi-même, est-ce qu'on a envie de faire ce chemin avec eux, de les mener sur ce chemin-là, ou est-ce qu'en fait, on va pas sortir avec des mecs qui n'ont pas les bases, et du coup, faut trouver ceux qui ont les bases. Il y en a de plus en plus. Donc ça va. Ça dépend des coins, mais il y en a de plus en plus. C'est ça, avec le pendant masculiniste malgré tout, qui est aussi à noter et qui parfois, il y a quand même cette alternative violente aussi. Oui, après, il y a tout un... Pour le coup, on pourrait vraiment faire tout un événement sur ça, sur comment gérer je pensais les mecs aux incels, qui en fait, tombent tout à l'heure, quand vous parliez, quand vous disiez, finalement, les cons, ils voudront plus, quand personne plus voudra plus coucher avec eux. Je pensais aux incels, c'est au fait que ça cause aussi des morts, ça cause des potentiellement. frustrations, c'est sûr. Mais je pense que ça cause des frustrations aussi extrêmes aussi parce que il y a encore beaucoup de mecs nuls qui ont le droit, qui ont le privilège d'avoir des relations amoureuses et sexuelles avec des femmes. Et du coup, je pense que la colère des mecs donc des incels, donc des célibataires malgré eux, c'est aussi de voir qu'il y a des mecs qui sont vraiment des connards et qui ont des compagnes. Et c'est un peu genre, du coup, c'est quoi le problème avec moi? C'est vraiment... Après, le problème, c'est qu'ils se disent, le problème, ça doit être les femmes. Au lieu de se dire... peut-être c'est le patriarcat. La réponse, c'est toujours le patriarcat, à la fin. Donc, ça peut créer de la violence, mais ça reste, les incels, ça reste quelque chose de très, très niche. Je ne veux pas du tout minimiser la violence qu'ils ont pu perpétrer. Je ne pense pas que si toutes les femmes arrêtent de donner de l'attention à tous les hommes médiocres, on va se retrouver avec une armée de millions d'incels prêts à ravager la France et le monde. Je pense juste que les mecs vont bouder et puis finir par s'instruire, quoi. Et faire un peu de boulot sur eux, j'espère. Alors, sinon, j'aurais provoqué l'apocalypse, ce serait quand même dommage. On connaît le côté optimiste. Exactement, on est optimiste. C'est contagieux l'optimisme. Ouais. On va regarder parce qu'à la fin de certaines séquences, on va prendre vos questions à vous qui êtes en ligne. Pour ceux qui sont dans la salle et celles qui sont dans la salle, ce sera plutôt à la fin, dans la dernière séquence. Mais vous pouvez toutefois utiliser l'appli si jamais vous vouliez poser des questions. Absolument. Du coup, j'ai pas de retour question, mais ça tombe bien parce que j'ai une dernière question pour vous, Mimi. Vous êtes gameuse, ça veut dire que vous jouez aux jeux vidéo. Est-ce que bientôt vous allez faire un guide de survie pour les conjoints et conjointes de gamers et gameuses? On va dire que ça dépend de la problématique. Ça parle à quelqu'un dans la salle. il faut savoir que je me suis mis avec mon conjoint actuel il y a 2 ans et qu'il est journaliste jeux vidéo. Donc son métier et sa passion, c'est de jouer aux jeux vidéo. Et ma solution à ça, ma méthode de survie a été de me remettre à jouer énormément aux jeux vidéo, car finalement j'adore ça. Donc je ne sais pas si je serais la mieux placée, parce que je suis moi-même la conjointe qui joue aux jeux vidéo. Je dirais, si jamais ça handicape votre couple, parlez-en. Finalement, vraiment, la moitié des pages du livre finit par... Parlez-en, communiquez, dites les choses. Vraiment, c'est toujours mieux. Donc parlez-en et puis n'investissez peut-être pas tout de suite dans la PS5 parce que c'est quand même très cher, quoi. C'est quand même pas plomber le budget familial, quoi.